Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous, les amis du musée Marmottan-Monet, pour ce récital tout à fait exceptionnel de la pianiste Min Jung Kim. La période est compliquée pour tous et en particulier pour les artistes et implique des reports, des annulations de concerts et nous sommes tous obligés de repenser nos modèles afin de pouvoir continuer à partager de la musique ensemble. C'est pourquoi j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir une amie, également artiste Steinway, en la personne de Min Jung Kim, dans le flagship parisien de Steinway Sons sur le boulevard Saint-Germain. Min vous proposera un programme éclectique qui s'étend de Bach jusqu'à Debussy et un récital qu'on pourrait dire conférencé puisqu'elle vous proposera également une histoire de l'évolution de l'instrument qui règne en maître dans ces lieux, le piano. Une partie questions-réponses vous sera également proposée à la fin du récital et je vous invite toutes et tous à participer en posant vos questions, en laissant vos remarques, vos envies, vos remarques et vos sensations pendant le concert. Et puis nous prendrons un petit temps à la fin du récital pour y répondre et pour échanger. Je ne vous demande malheureusement pas d'éteindre vos téléphones portables, mais vous pouvez tout de même applaudir depuis chez vous l'artiste du soir à qui je laisse la parole, Min Jung Kim. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci. Bonsoir, je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous ce soir. C'est vrai que les activités culturelles nous manquent tellement aujourd'hui. Donc c'est vraiment raison de plus que je suis heureuse que ce concert puisse avoir lieu ici à Steinway pour les amis du musée Marmottan-Monet. Alors, et c'est vrai que c'est une belle manière, je crois, de montrer comment les différents acteurs culturels s'entraident. Je vais commencer le programme ce soir avec un impromptu de Schubert, le opus 90, numéro 3. C'est un impromptu qui est très intime, en fait. C'est un impromptu qui est considéré des fois par les gens comme un hymne. Et vous allez écouter, vous allez entendre, c'est tellement méditatif et avec des harmonisations absolument exquises. Et comme j'ai dit, très, très intime, très, très doux. Donc, le Schubert impromptu.
Voilà, c'était l'impromptu de Schubert. Alors, pour continuer, et comme nous sommes en streaming et comme Enzo a évoqué, au lieu de vous donner un concert dans un format traditionnel, donc ça veut dire enchaîner avec plusieurs morceaux, je souhaite vous présenter plutôt un aperçu de l'histoire de cet instrument, du piano, et comment le développement en fait, de cet instrument a influencé les compositeurs pour créer certaines compositions et vice-versa. Avant l'invention du piano, sous la forme un peu qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un instrument qui est généralement noir, mais c'est vrai qu'ensuite on peut avoir d'autres finitions de couleurs aujourd'hui, hein. Mais c'est-à-dire voilà, un instrument généralement noir avec 88 touches. Et ça, c'est un point en fait assez intéressant sur lequel je reviendrai plus tard. Et bien sûr, des pédales. Ensuite, nous avons le clavecin. Le clavecin a été créé en Italie dans les années 1500. Et les compositeurs qu'on associe avec le clavecin, y compris Rameau, Couperin et bien sûr notre grand parrain Bach. Bach n'a pas strictement, en fait, il n'a pas tout à fait influencé le changement d'instrument, mais ce qu'il a fait, c'est quand même, c'était de composer des œuvres les plus importantes et les plus influentes sur le clavier solo de l'époque baroque. Si je dis les mots piano bien tempéré, je crois que tout le monde a entendu parler de cette expression. Donc, ça veut dire quoi? En fait, le terme bien tempéré fait référence à l'emploi d'un système d'accords qui fonctionnerait bien dans toutes les touches. En fait, c'était quelque chose qui était très rare à l'époque. Et du coup, ça signifie que l'instrument a nécessité à chaque fois d'être réaccordé pour convenir à la tonalité dans laquelle le morceau a été composé. Donc, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer. Si je voulais jouer à l'époque un morceau dans, par exemple, si bémol majeur, je vais le faire. Ensuite, si je voulais passer directement pour jouer un morceau en fa mineur, c'était quand même un gros logistique parce qu'il fallait réaccorder l'instrument. Donc, Bach, ce qu'il a fait, en fait, c'était de créer un système où, entre une octave de Do à Do, en fait, il y a 12 touches. Et il a créé, en fait, il a divisé les 12 demi-tons pour avoir des intervalles exactement égaux. Donc, entre chaque intervalle, c'était exactement égal. Ça permet la création de 12 touches majeures, donc 12 clés majeures et 12 clés mineures. Et Bach a composé 2 livres de préludes et fugues. Et le plus célèbre, bien sûr, c'est le premier en Do majeur. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de réaccorder ce piano, donc je peux passer directement pour jouer un arrangement de Cortot de Arioso de Bach.
Le morceau est tellement pur, c'est magnifique. Alors, donc, passons maintenant à la création du piano. Cette fois-ci, encore une fois, on doit en fait un Italien. Et cet Italien s'appelait Bartolomeo Cristofori. Cristofori était, si vous voulez, un peu frustré pour les joueurs avec le manque de, le manque de contrôle de volume, en fait, de son que le clavecin produisait à l'époque. Donc, c'est vrai, quand on écoute un clavecin, on voit que la gamme de nuances reste quand même limitée. Donc, ce qu'il a fait, en fait, c'était de passer d'un mécanisme de pincement, en fait, des cordes à un mécanisme de marteau. Et voilà, le piano, comme on connaît aujourd'hui, est né. Le piano moderne. Et ça, c'était dans les années 1700, donc environ vers 1700. L'instrument s'appelait à l'origine clavicembalo col piano e forte. Littéralement, un clavecin qui peut jouer à la fois doucement et fortement, tout simplement raccourci aujourd'hui, un piano. Voilà. L'origine de Cristofori, le piano, en fait, n'avait que 54 touches. Et en fait, c'était pendant les années, la première moitié du XXe siècle, en fait, que le clavier a intégré les 88 touches. Et là, je reviens maintenant, en fait, à mon point de 88 touches. Pourquoi un piano n'a-t-il que 88 touches et pas plus ? L'explication, c'est un peu physique en fait, mais la gamme du piano est environ 27 Hz à 4000 Hz. L'oreille humaine peut entendre dans une plage d'environ de 20 Hz à 20 000 Hz, mais au-delà de 4000 Hz, les sons, en fait, c'est très très difficile à séparer les fréquences. Donc, en fait, pour vous donner un exemple, si je joue les notes d'externe graves de ce piano, si je continuais, en fait, ça ne devient que de grondements. Donc, on n'a pas forcément besoin d'ajouter de plus. Et pareil, de même, si je monte de l'autre extrémité pour les notes aiguës, donc vous entendez bien, en fait, ça devient tellement aigu. C'est comme disent les Anglais, en fait, comme broken glass. C'est vraiment comme des verres un peu brisés. Voilà. Donc, c'est une raison pour laquelle, en fait, on n'ajoute pas des clés supplémentaires. À la fin du XVIIIe siècle, le facteur de piano d'origine écossais, John Broadwood, il a ajouté de nombreuses améliorations à l'invention originale. Ce qu'elle a fait, c'était d'augmenter l'élasticité des cordes et elle a renforcé le cadre. Ça donnait un toucher beaucoup, en fait, avec une résistance plus faible et par conséquent un son plus puissant. Et le compositeur qu'on associe avec Broadwood, c'est bien sûr Beethoven. Et Beethoven, il a créé vraiment des merveilleux chefs-d'œuvre avec le piano Broadwood. Je vais jouer juste un petit exemple, bien sûr, comme le sonate Clair de Lune.
Donc, on entend la puissance. Déjà, ça change. Le style change depuis Bach jusqu'à Beethoven. Mais en fait, c'est pas le Broadwood, mais vraiment le Erard, la marque de piano, qui laisse encore la marque avec Beethoven. Quand on parle de l'action du piano, c'est pour décrire le mécanisme du piano qui fait que les marteaux frappent les cordes lorsqu'une touche est enfoncée. Erard, ce qu'il a fait, il a inventé un système de mécanisme de double échappement qui permet au pianiste de répéter rapidement une note sans avoir à relâcher complètement la touche avant de la rejouer. Donc, par exemple, je joue et ensuite, au lieu d'attendre que le marteau, en fait, relâche et rejoue, je peux... En fait, le double échappement nous permet de répéter les notes. Avant ce mécanisme, en fait, comme je dis, le marteau s'est levé et frappé la corde et n'était pas prêt pour le prochain contact. Donc, vous voyez donc que c'est vraiment un concept révolutionnaire et on dirait aujourd'hui même un game changer, en fait. Et avec ce morceau, avec ce mécanisme, Erard a apparemment présenté sa nouvelle invention à Beethoven en 1803. La date est significative parce qu'un an plus tard, Beethoven il a composé le sonate Waldstein. Et heureusement pour nous, Beethoven a investi dans un Erard parce que moi, je suis convaincue que nous n'aurions jamais le sonate Waldstein sans la rencontre entre Beethoven et Erard. Voilà, donc vous entendez bien les répétitions de notes, qui étaient vraiment extraordinaires, le concept. Alors maintenant, nous allons contourner certains compositeurs, même si Mozart, Schubert, comme je jouais tout à l'heure, et Schumann restent parmi mes préférés. Alors, Chopin et Pleyel vont de pair. Pleyel a fourni des pianos à Chopin et a également dirigé la salle qui porte son nom, la salle Pleyel. Bien sûr qu'on le connaît. Et c'est là aussi où Chopin a donné ses premiers et ses derniers concerts à Paris. La contribution majeure de Pleyel au développement du piano a été l'introduction de l'utilisation d'un cadre métallique dans un piano. Les cordes deviennent plus épaisses et la tension globale a été augmentée. Et afin en fait, accueillir tout ça, il a ajouté en fait un cadre métallique et en fait, ça devient en fait un cadre en fonte. Le nombre de touches était passé à 82 et nous pouvons clairement en fait voir avec les compositions de Chopin comment ça a influencé en fait la liberté de gamme et on passe vraiment à un style très romantique, très large et très beaucoup plus de nuances en fait avec ces compositions. On va continuer avec le Nocturne de Chopin, le opus 27 numéro 1.
Donc, on entend bien le changement de style, en fait. Mais de plus, avec les rares, en fait, d'autres compositeurs, ils cherchaient un ton, en fait, plus doux, un peu plus sotto-voce, en fait, qui était vraiment associé aussi avec les rares à l'époque, notamment Debussy. Et avec Debussy, ce qu'on entend, en fait, c'est vraiment la délicatesse de son qui a été associée avec un rare. Je continue ce programme avec un prélude de Debussy, Bruyère. C'est très intéressant, en fait, de noter Debussy dans le manuscrit. Il a en fait écrit les titres de morceaux à la fin de la composition. Pourquoi il a fait ça? En fait, le but, c'était que les joueurs imaginent, explorent les nuances de son avant d'avoir une impression de titre dans la tête. Donc, c'est vraiment, en fait, il adhère à ce terme d'impressionnisme, quasiment. Et c'est comme voilà, les tableaux de Monet que vous avez dans votre musée. Donc, je vais continuer avec Bruyère de Debussy. Alors, donc, vous avez entendu vraiment les morceaux marqués dans toutes les époques, les périodes. Aujourd'hui,
en fait, le piano n'a pas forcément trop changé. En fait, avec l'invention originale, c'était un instrument assez complet. Et aujourd'hui, en fait, les fabricants de pianos, comme Steinway, en fait, ils consacrent tous leurs efforts pour améliorer la qualité de l'instrument. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un piano qui date des années 1900, par exemple, n'est pas le même comme un piano qui date de 1950, de 1970, de 20, et même aujourd'hui. La technologie, en fait, est incroyable ce qu'il fait. Et la touche est plus légère, plus réactive. Steinway a même développé un système de pédales tout à fait extraordinaire pour les pianistes. Et des fois, c'est les pianistes aussi qui poussent les techniciens, parce qu'en fait, nous cherchons nous-mêmes à exploiter le son, comment développer le son et pousser la limite de l'instrument aussi. Pour terminer cette musicale apéritif, je vais jouer le premier intermezzo de Brahms, de Opus 117. C'est un morceau qui est d'après un poème écossais, en fait. Et je vais vous dire, en fait, les deux premières lignes de ce poème. « Baloo, my babe, lie still and weep. It grieves me sore to see thee weep. » On entend bien que c'est un berceau. Et pour moi, ce morceau faisait tellement écho, tout particulièrement avec le premier confinement, en fait. Parce que c'était, pour moi, en fait, ça évoquait quasiment une image de la Terre qui avait besoin un peu de repos et dormait dans les bras de Morphée.
Merci. Alors, je crois que Enzo va animer un peu les questions et les réponses. Donc, dis-moi. OK. Tout d'abord, bravo. Bravo, Mine. Et merci pour ce beau moment. Tu sais, les commentaires sont dithyrambiques. Tout le monde est très, très heureux d'avoir partagé ce moment de musique et te remercie profondément. Donc, on a été vraiment privilégiés de pouvoir y participer en physique. Et puis, on va prendre juste une petite minute pour s'installer et puis vous retrouver dans un instant. Donc, restez en ligne. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, il y a beaucoup de commentaires positifs. Si vous avez aussi des questions à poser à Mine, n'hésitez pas, on y répondra dans un instant. Merci, à tout de suite.
Merci pour tous ces merveilleux messages que j'ai partagés d'ores et déjà avec Mine. Ces bravos, ces remerciements. Nous sommes ravis encore une fois d'avoir pu partager ce moment avec vous et merci de rester avec nous pour ce petit moment d'échange. Donc beaucoup de compliments, Mine, sur ton jeu, sur tes interprétations, notamment sur ta sensibilité. Là, je lis magnifique, impromptu, avec beaucoup de sensibilité. Alors, comment travailles-tu ton piano? Comment perfectionnes-tu les œuvres? Comment justement y mets-tu toute cette sensibilité qu'on a ressentie tout à l'heure? En fait, pour travailler sur un morceau, c'est toujours un voyage. Parce qu'on a, bon, ça dépend de morceaux, des fois, voilà, on le connaît, des fois, on le connaît un peu moins, mais on a toujours une impression dans la tête. Et c'est vrai qu'ensuite, quand on joue de vrai, des fois, en fait, ça n'a rien à voir avec, en fait, ce qu'on pense dans nos esprits, dans l'imagination. Et du coup, en fait, c'est des fois des expériences qui marquent aussi l'interprétation, tout simplement. On explore, on apprend les notes, mais je pars vraiment au-delà des notes là maintenant parce que c'est vraiment quelque chose d'expérience, de jouer, de constamment jouer. Ensuite, dans des contextes différents, parce que en fait, selon le contexte, ça change aussi l'enjeu. Parce qu'on peut être peut-être dans même avec le temps, ça change avec le temps. Quand il fait froid, en fait, on a envie peut-être d'accélérer un tout petit peu, ou s'il fait chaud, vice-versa. Donc, je dirais, c'est vraiment, c'est de l'expérience qu'on vit quand en fait, qui évolue le concept d'un morceau. Voilà. Tu parles justement que l'interprétation est très liée à un moment. On est dans un moment de vie qui est tout à fait particulier en ce moment, qui est très compliqué, notamment pour les artistes, pour nous aussi le public, parce que vous nous manquez beaucoup. Et donc, justement, comment as-tu vécu cette période et en quoi cela a-t-il influencé ton jeu, ta manière de travailler et de percevoir la musique? Bien évidemment, c'est dur pour tous les artistes, non seulement, pour, des artistes de musique, mais de théâtre, de cinéma, des musées, tous, vraiment. Et heu et c'est vrai que voilà, on est, tellement en fait, ça coupait tout. Et c'était quelque chose, en fait, on était tous dans la même situation. C'est pas comme, en fait, on dit à un moment donné: «Oh OK, je vais prendre un sabbatique cette année et du coup ça va et parce que je veux revenir». Parce que la situation aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Ça, c'est le plus dur, je dirais, parce que, par exemple, pendant ces 12 derniers mois, j'ai eu plein de concerts qui ont été repoussés, mais repoussés à nouveau et ensuite à nouveau et on ne sait pas trop. Donc en fait, pour l'organisation, c'est très difficile. Mais non seulement ça, c'est un peu lié à la première question parce que pour nous, les interprètes aujourd'hui, en fait, ce qu'il nous faut, c'est toujours de jouer, toujours de jouer devant un public. Quand on répète, bien sûr qu'on peaufine les choses, mais c'est pas la même expérience. Et en fait, l'expérience de jouer devant un public est tellement liée avec l'évolution aussi d'un morceau. Et c'est ça surtout qui est le plus dur. Au niveau de rythme de travail, bien sûr, c'est dur parce qu'on ne sait pas, en fait, d'où commencer. Est-ce que je commence avec ça, avec ce morceau ou bah, peut-être ça va être reporté ou annulé à nouveau? Donc il y a des petits logistiques comme ça. Mais ensuite, il faut voir les choses, aussi, voilà, dans une autre dimension, une autre façade et moi je dirais, que, ça m'a permis aussi de justement de m'adapter, de trouver d'autres moyens et je travaille sur plein de projets en fait et notamment en fait je commence à écrire donc en fait j'écris les petites chroniques sur mon site internet. Vous pouvez trouver les petites anecdotes musicales en fait que je commence à faire parce qu'en fait je me suis rendu compte, ouais, déjà, ça m'a rendu très heureux de pouvoir partager ça. Et j'ai continué et d'ailleurs je continue et c'est quelque chose, que j'aime beaucoup faire en fait. C'est aussi une d'autres manière de créativité, si tu veux. Et ensuite bien sûr pour les projets musicaux, il on ne s'arrête pas parce qu'on garde l'espoir quand même, ça va arriver.
Mais c'est quand même voilà, beaucoup de souplesse. On a besoin de beaucoup de souplesse, beaucoup de patience. Beaucoup de patience et l'espoir, en fin de compte. C'est super que tu aies su te réinventer et utiliser justement ce moment à bon escient, à tirer le meilleur de ce que la période nous propose. C'est toujours, on ne peut pas modifier ça, par contre, on peut modifier la façon dont on la vit et ce qu'on en fait. Donc bravo, bravo, et je suis sûr que c'est des choses qui t'apporteront aussi beaucoup dans ton jeu et dans la musique, même si c'est pas des choses qui sont directement liées. Donc c'est vraiment super. Il y a un commentaire très joli que je lisais sur Brahms. On parle aussi de bravo pour cette belle explication de l'histoire et de l'évolution de l'instrument. Euh, et donc concernant Brahms, beaucoup de noblesse dans Brahms et un son profond et splendide. Magnifique interprétation, bravo. C'est vrai que tu as joué un très très beau Brahms. Je sais que c'est un compositeur que tu affectionnes tout particulièrement. Pour poursuivre et éclairer un petit peu aussi l'évolution du piano que tu as proposé, c'est un compositeur qui a composé sa sonate opus 5 numéro 3 en 1853. Donc, qui est la date de fondation aussi de Steinway Sons. Donc, tu vois, tu as fait un parallèle à la fin. Tu as fait un clin d'œil aussi sur le piano de ce soir, qui est un modèle de concert de Steinway. Beaucoup d'émotions dans les interprétations, malgré la distance de l'écran. On peut remercier pour ça Jérémy Garbard, qui est avec nous ce soir et qui a fait une superbe prise de son. Et donc, je pense que vous étiez à la maison, au final, très proche de nous. On salue Nasbanouheim. Merci beaucoup, Mine, pour ce très beau moment. Voilà, et donc tu nous as interprété tout à l'heure un prélude de Debussy. On peut dire de ce compositeur qu'il est un peintre impressionniste de la musique. Donc c'est vrai qu'on a très bien entendu tous les plans sonores, les nouvelles couleurs. On parle vraiment de couleurs, ça prend tout son sens avec ce compositeur. Moi j'imagine qu'avec les tableaux de Monet dans la pièce dont tu m'as parlé, c'est encore plus incroyable. Donc on espère t'y retrouver une prochaine fois. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de Debussy et des parallèles entre l'impressionnisme musical et l'impressionnisme pictural? Alors Debussy, il a composé des morceaux dans plusieurs manières de style, en fait. Donc, bien sûr qu'on l'associe avec le mouvement d'impressionnisme. Ensuite, il était contemporain de Monet, bien sûr. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un compositeur qui est assez structuré, en fait. Et ce qu'il a fait, c'était de pousser l'enveloppe en fait, des harmonies. Et ça, on entend bien dans certaines compositions parce que vraiment, c'est des fois presque, en fait, il vient vers la atonality, en fait, de harmonisation. Et en fait, je dirais sans Debussy, on n'aurait pas vraiment les compositeurs du XXe siècle importants comme Stockhausen, par exemple. Et au-delà de ça, bien sûr, parce qu'ensuite, il a beaucoup influencé l'école française aussi pour l'harmonisation, la créativité des choses. Mais c'est vrai que quand on entend quand on joue, on entend des préludes de Debussy, en fait, chaque prélude a un titre. Et comme j'ai dit, en fait, tout à l'heure, Debussy ne voulait pas influencer, en fait, imposer ces images, en fait, des morceaux sur le joueur. Et, euh, et quand on joue, aujourd'hui, on est bien naturellement un peu influencé par la direction de titres. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut vraiment imaginer la palette de couleurs. Et ça, c'est en fait génial avec Debussy aussi parce qu'on expérimente beaucoup avec le pédale, surtout le pédale qui est très important dans Debussy. Et ensuite, la gamme des notes, en fait, qu'il utilise. Donc voilà, mais c'est un compositeur qui laisse sa marque. Et, euh, et c'est vrai aussi, moi je trouve que c'est très accessible. Et des fois, pour les producteurs des concerts, en fait, il y a certains qui ont un peu peur parce que quand on parle de Debussy, ils imaginent qu'en fait, c'est un peu trop moderne, tout ça. Mais en fait, en fin de compte, j'essaie de les convaincre. Et si en fait, s'ils sont convaincus, ils disent: «Ah, mais en fait, c'était merveilleux. Et c'était une découverte pour eux.» Et ça me rend heureuse aussi, en fait.
pense que c'est un rôle de l'artiste aussi, justement, de promouvoir tout type de musique et d'amener au public des morceaux qu'on n'aurait pas forcément écoutés de nous-mêmes. Et c'est super de l'avoir fait. On a déjà joué d'ailleurs un de ces morceaux. Il y a un clin d'œil à la Marseillaise aussi, qui est un morceau intéressant. On salue Bob Lewis qui nous pose une question notamment sur l'évolution du piano encore dans les prochaines années à venir. Tu parlais justement de l'utilisation de la pédale avec Debussy et tu l'as cité tout à l'heure, ce nouveau réglage, ce nouveau procédé de réglage des étouffoirs développé par Steinway & Sons qui s'appelle le Harmonic Damper Setting. Et donc, pour répondre à cette question, on va vraiment vers une évolution pensée du développement de l'instrument pour un petit peu comme en Formule 1, aller grappiller encore les derniers centièmes à chaque tour, améliorer encore et toujours. L'innovation est un processus qui est au cœur de Steinway & Sons. Il y a plus de 130 brevets qui ont été déposés depuis 1853 à la fondation de l'entreprise. Et le Harmonic Damper Setting est en effet un système, comme tu sais, qui permet d'aller beaucoup plus loin sur le jeu de la pédale forte des étouffoirs et donc de créer des sons avec des harmoniques très étouffés en faisant du quart, ce qu'on appelle du quart de pédale, en faisant vraiment lécher tous les étouffoirs sans que ça étouffe complètement les cordes, mais sans non plus que la corde soit complètement libre de vibrer. Donc c'est vraiment le point de contact entre les étouffoirs et la corde, et ça permet de trouver des sons tout à fait novateurs, et donc d'amener vraiment la production sonore que l'instrument permet encore beaucoup plus loin. Donc voilà sur les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Rim Megzani nous dit « Très intéressant toutes ces informations techniques, le rapprochement avec les impressionnistes, il m'est déjà arrivé de dire que j'écoute un tableau, ils ont leur propre musicalité, je le crois. » Je crois que c'est une très belle manière de faire le lien et de clore cette soirée. Et donc, je vais me permettre de tous vous remercier encore pour ce très beau moment. En premier lieu, Min Jung Kim d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé de si belles émotions. À toi, Jérémy Garbar aussi pour la prise de vue et prise de son. Et puis à vous de nous avoir suivis et puis d'avoir partagé vos émotions, tous ces commentaires et puis ces questions qui sont venues nourrir le débat. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée. Je laisse le dernier mot à Min Jung Kim. Merci Enzo. Moi, je souhaite juste simplement remercier Steinway & Sons, toi Enzo, et bien sûr notre chère présidente Nicole et les amis du musée Marmottan-Monet pour ce moment. Merci beaucoup.